tout le monde. Je suis très honorée aujourd'hui d'être parmi vous. Donc, actuellement, l'incidence de la maladie carieuse a diminué donc, au cours de ces dernières décennies grâce aux démarches préventives, à l'amélioration des thérapeutiques fluorées. Néanmoins, une autre forme de lésion est apparue et a connu une augmentation en termes de sévérité et de prévalence. On parle là des usures dentaires ou bien des lésions cervicales cancéreuses. Et aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à une forme bien déterminée, donc c'est l'érosion dentaire. Pour commencer et pour introduire, le développement des lésions cervicales non carieuses est souvent associé à une modification des modes de vie du patient, de la durée de vie de la dent sur l'arcade. L'aspect clinique ou la symptomatologie clinique, elle est différente en fonction de l'étiologie et bien sûr, afin de poser, on doit poser un diagnostic précis, déterminer les facteurs étiologiques afin de pouvoir adapter un plan de traitement préventif spécifique et bien sûr un traitement restaurateur qui est semblable pour toutes les lésions d'usure au niveau de la région cervicale. Et donc afin de poser le bon diagnostic, le praticien doit passer par une anamnèse dentaire complète et spécifique, bien sûr tout en connaissant les caractéristiques cliniques des différentes lésions d'usure et bien sûr les facteurs étiologiques de chaque lésion, tout ceci afin de pouvoir poser un diagnostic précis et identifier surtout les facteurs étiologiques qui vont nous guider dans la prise en charge. Et voilà ces lésions. L'origine de ces lésions n'implique pas une origine bactérienne, donc il s'est avéré qu'il s'agit d'une étiologie multifactorielle. On a donc trois types de lésions cervicales non carieuses, l'érosion, l'abrasion et la fraction. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à l'érosion dentaire. Par la suite, on va voir quelques phénomènes de synergie entre érosion, abrasion et érosion, abfraction. On va commencer par définir l'érosion. Donc, c'est une dissolution de la surface dentaire qui est due à une attaque acide non bactérienne, mais c'est un acide d'origine intrinsèque et ou extrinsèque. Donc, l'origine extrinsèque, c'est surtout là, on parle de l'alimentation acide, que ce soit liquide ou solide. Bien sûr, l'ampleur de l'atteinte, elle dépend de la fréquence de l'absorption acide et de la durée d'exposition aux acides. L'origine extrinsèque également, elle est retrouvée à travers les médicaments qui ont un effet directement tel que les vitamines C ou bien les médicaments qui présentent un effet indirect, donc en causant une xérostomie telle que les tranquillisants, les antihistaminiques ou bien la radiothérapie. Donc les boissons acides présentent des propriétés physico-chimiques qui conditionnent leur effet. À partir de ces propriétés physico-chimiques, on peut dire que cet aliment, il présente un effet érosif important ou non. Donc parmi ces propriétés, le pH. Donc le pH de ces solutions constitue le point commun, mais ce pH seul ne permet pas de prédire de potentiel adhésif. Il faut surtout voir la concentration ou avoir une idée sur la concentration du produit ou de l'aliment en calcium, en phosphate et pourquoi pas en fluorure. Donc si ces éléments sont présents en forte concentration, cela permet d'éviter le ramollissement des tissus dentaires et donc on aura un risque érosif qui est faible. Dans cette situation, on parle de la titrabilité de l'acide ou du pouvoir tampant, donc qui donne un meilleur reflet du pouvoir érosif. Donc, par exemple ici, le jus d'orange qui présente un pH qui est acide, qui est voisin de 3, avec une faible concentration en calcium et en phosphate. Cet aliment, il présente un effet érosif qui est quand même important par rapport au yaourt. Je m'excuse, donc il y a un problème avec l'animation. Juste au-dessous, le yaourt présente un pH également qui est acide, mais avec une forte concentration en phosphate et en calcium. Donc la titrabilité acide du yaourt, elle est meilleure que celle du jus d'orange. Donc pour le yaourt, le pouvoir érosif, donc, ou le potentiel érosif, il est plus faible par rapport au jus d'orange. On retrouve également comme origine extrinsèque
l'environnement, tout ce qui est les piscines chlorées, les travailleurs exposés aux vapeurs acides, les sportifs également, qui présentent généralement au moment de l'exercice un débit salivaire qui est bas. Donc cette déshydratation qui est associée à une consommation des jus, surtout lorsqu'elle est associée à un phénomène de RGO, elle augmente ou elle potentialise considérablement les risques érosifs chez les patients. En ce qui concerne l'origine intrinsèque, elle est due généralement au vomissement, au reflux gastro-œsophagien. Maintenant, en ce qui concerne l'apparence clinique des érosions dentaires, c'est des lésions qui sont surtout larges et peu profondes, avec des bords qui sont mal limités, souvent difficiles à diagnostiquer donc, au premier stade, car l'évolution elle est progressive. Et on retrouve ces lésions sur toutes les faces vestibulaires, proximales et linguales, puisque tout l'environnement buccal il est acide, tout le milieu est acide. Maintenant, on va voir ensemble les phénomènes de synergie. Donc, synergie, érosion, abrasion, premièrement. Par la suite, érosion, abfraction. Donc, pour comprendre ce phénomène, qu'est-ce qu'une abrasion tout d'abord dentaire? Une abrasion, c'est une lésion qui est focale, qui est localisée strictement au niveau de la région proximale. Elle peut toucher les tissus mous, elle peut se manifester par des récessions, même des ulcérations, et elle touche également les lésions au niveau de la région cervicale, les tissus dentaires, causant ainsi une lésion en forme de U. Donc l'origine de cette lésion, ou le facteur responsable de cette lésion, c'est le brossage traumatique horizontal qui peut être à l'origine des lésions d'abrasion. Donc comment poser le diagnostic? En effet, la présence d'une lésion en forme de U associée à une récession gingivale, surtout si le patient y présente une bonne hygiène. Dans cette situation, on peut suspecter le diagnostic de l'abrasion dentaire qui est due à un brossage horizontal traumatique. Dans cette situation, il nous convient d'analyser les paramètres du brossage ainsi que le matériel utilisé. Et là, on peut confirmer le diagnostic d'une abrasion dentaire qui est causée par un brossage qui est traumatique. Et concernant le phénomène de synergie entre érosion et abrasion, on peut l'expliquer de cette façon. Donc, une attaque acide, elle est à l'origine d'un ramollissement des tissus dentaires qui deviennent plus vulnérables. Et dans cette situation, un brossage intensif et répété, juste après la consommation acide surtout, peut être à l'origine d'une usure qui est pathologique. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de reporter le brossage de 30 minutes à 1 heure, donc afin de permettre une reminéralisation des tissus dentaires. Donc voici une vue clinique qui montre une synergie entre phénomène érosif et un phénomène abrasif. Pour ce cas, l'érosion elle est confirmée par la présence d'une cavité qui est plus large, plus profonde, avec des bords qui sont mal limités. L'abrasion dentaire, elle est confirmée par la présence de rainures horizontales de brossage, donc un brossage qui a été également confirmé par l'interrogatoire. Voici aussi pour ce cas clinique un phénomène de synergie entre phénomène érosif et abrasif. L'abrasion a été confirmée par la présence de rainures horizontales de brossage, la récession gingivale également, et le phénomène érosif a été confirmé par l'absence d'une limite nette, donc la limite, donc la cavité qui est mal limitée avec une cavité qui est plus large que profonde. Maintenant, le phénomène de synergie abrasion-abfraction. On va commencer par vous expliquer le phénomène d'abfraction. Donc, il s'agit tout simplement d'une perte de substance au niveau de la jonction émincément en forme de V. La cavité, cette fois-ci, elle est en forme de V et elle est due à une surcharge occlusale. Donc, une force parafonctionnelle, donc je m'excuse pour l'animation. Donc, une force parafonctionnelle peut exposer donc, une dent à une contrainte cervicale, causant ainsi la flexion de la dent, la microfissure et l'apparition des lésions d'abfraction. Et donc maintenant la dent, elle sera plus susceptible à des cofacteurs comme l'abfraction et l'érosion. Et ceci, donc il a été noté également que l'action combinée d'un pH bas et de contraintes conduit à une augmentation de la perte tissulaire.
Ceci a été démontré par plusieurs auteurs, parmi lesquels Grippo et collaborateurs, qui ont démontré que cette perte ou cette lésion dans un milieu acide est 50 fois supérieure lorsque la dent elle est soumise à des forces occlusales qu'en l'absence de contrainte. Voilà, donc il est difficile de classer une lésion dans une catégorie distincte, abrasion, érosion ou attraction. Donc il s'est avéré que la lésion finale est surtout le résultat de différents facteurs qui peuvent coexister. Et voilà, maintenant on enchaîne avec la partie approche thérapeutique et je cède la parole à mon ami, professeur agrégé Sabra Jafouad. Merci. Donc passons à l'approche thérapeutique. En effet, l'origine multifactorielle de ces lésions est bien élucidée et donc un traitement étiologique doit être de première intention. En effet, la restauration de ces lésions sans la prise en compte et la gestion préliminaire des facteurs de risque expose à une récidive. Et là, donc la prise en charge peut être divisée en 3 volets, préventive, curative et de suivi. Quant à la prise en charge préventive, ça consiste en l'information et la motivation du patient. Le patient doit être conscient de ses habitudes d'hygiène et alimentaire présentent des caractéristiques potentiellement nocives et on doit inciter nos patients à changer leurs habitudes. Et donc, dans de telles situations, on doit procéder à une démarche préventive spécifique pour protéger les dents contre ces lésions. Et là, on doit donner du conseil à nos patients, bien sûr, en fonction des données recueillies lors de l'examen clinique. On peut les conseiller, par exemple, de buver avec une paille, de limiter le nombre de fois où ils mangent ou buvent par jour, consommer des boissons non érosives comme l'eau, le thé et le lait, garder la nourriture, les boissons acides le moins longtemps possible en bouche, ne mâchez pas les comprimés de vitamine C ou de compléments alimentaires acides, mais avalez-les directement. Après l'absorption d'aliments acides, rincez-vous la bouche à l'eau ou à l'aide d'un bain de bouche fluoré. Attendez 1 heure avant de vous brosser les dents après avoir eu de l'acide en bouche. Passons à la prise en charge curative. On va commencer par le traitement symptomatique. C'est en présence d'une hypersensibilité dentinaire. Le traitement de première intention donc, consiste à prescrire à nos patients un traitement désensibilisant. Et donc, le traitement de première intention a comme objectif de limiter les phénomènes qui déclenchent la réaction douloureuse. Le principe en est soit l'augmentation du seuil d'excitabilité des fibres nerveuses, soit le scellement des tubuli dentinaires pour limiter le mouvement de fluide dans ces tubuli. Et là, les auto-applications à domicile, ce sont des applications faites par le patient lui-même. Ce sont des composants qui entrent dans la formulation de bains de bouche, de dentifrice et de gel. Les agents thérapeutiques utilisés contiennent donc différents principes actifs, à savoir le nitrate de potassium, le fluor, les sels de strontium, l'oxalate de potassium. En cas d'échec de ces thérapeutiques de première intention ou en cas de réapparition de douleur, on va passer donc à le traitement de deuxième intention. Ce sont des produits donc, qui présentent des principes actifs similaires, mais avec des formes différentes. On parle de formes non polymérisantes et de formes polymérisantes. On commence donc par les vernis et les agents adhésifs. Les vernis et ces adhésifs vont réaliser donc une action surtout physique. Ils jouent le rôle de barrière et permettent ainsi l'isolation de la dentine exposée, réduisant les mouvements de fluide. On cite l'exemple du Gluma desensitise, qui est un agent à base d'EMA et de glutaraldéhyde. Le glutaraldéhyde, en fait, est un composant qui a une action antimicrobienne, mais également ça permet la liaison et la fixation des protéines au niveau des tubuli dentinaires. Et là, il va sceller ces tubuli et diminuer l'hypersensibilité dentinaire. Les applications, donc ces agents thérapeutiques, sont appliqués en fonction des recommandations des fabricants. Après 1 semaine d'application, le patient est revu. En absence d'amélioration, donc on peut réaliser une deuxième application à 1 semaine d'intervalle.
Quant à l'adhésif, on peut citer l'exemple de Scotch Point-One. C'est un composant à base d'éma. L'éma va recouvrir la surface dentaire par un enduit qui permet de mieux résister aux agressions que les vernis déjà cités. Donc, passons au traitement restaurateur. En cas de perte de lésion, on doit l'obturer avec un biomatériau. Et là, pour les lésions cervicales d'usure, ça présente un challenge pour le praticien. D'une part, la position qui est cervicale, et là, il est difficile de poser un champ opératoire étanche. Deuxièmement, nous sommes face à une dentine sclérotique, et là, on a un défi contour-collage. Et donc, quel système adhésif à choisir? En effet, les études ont montré qu'aucune différence entre le taux d'adhésion des adhésifs MER et automordants à court et à long terme. Mais sauf quand on est en présence d'une hypersensibilité dentinaire, on va préférer un adhésif automordant. On peut adjoindre un mordançage de l'émail pour améliorer la qualité du collage. Le biomatériau de choix, on va opter pour le CVI et les CVMAR. Pourquoi? Parce qu'ils présentent des propriétés physiques similaires à la dentine, avec un module d'élasticité, un coefficient de dilatation thermique adapté. En plus, ces CVI présentent une adhésion chimique propre à la dentine. Ils ont une action antimicrobienne, ils ont un effet de reminéralisation. C'est un matériau bioactif qui est capable de relarguer le fluor. En plus, ces CVI sont capables de se recharger de fluor à partir des bains de bouche, etc. Et donc, ça constitue un réservoir de fluorure permettant une action anticariogène continue. Sauf que le rendu esthétique reste limité. Et là, le deuxième matériau sont les composites fluides qui présentent un taux de charge diminué et des monomères de faible poids moléculaire, ce que fait que ces matériaux ont un faible module du Young et offrent un étalement facile, une bonne adaptation aux parois de la cavité et surtout, ils forment une couche élastique de dissipation de contraintes au niveau de l'interface dent-restauration. Donc, c'est un cas d'abrasion. On a obturé avec une résine fluide. On a mis en place la digue photopolymérisable, mordançage. Nous ne sommes pas dans un contexte d'hypersensibilité. Application de l'adhésif, application de la résine composite fluide et finition. En présence d'une cavité de moyen à grand volume, là, on a besoin donc d'utiliser une résine composite micro ou nano-hybride avec un liner en composite fluide ou à base de CVI. Pour améliorer le rendu esthétique, on doit donc stratifier notre résine composite avec une couche de dentine qui va apporter la saturation cervicale et une couche d'émail qui va apporter un degré de luminosité souhaité. On doit insister sur le polissage qui permet de diminuer l'adhérence du biofilm sur les surfaces restaurées et donc il va éviter l'inflammation et la récession gingivale. Afin de répondre à la problématique de la morphologie et la difficulté d'accès instrumental propre à la zone cervicale, une instrumentation spécifique est proposée aux praticiens afin donc d'améliorer la restauration cervicale en technique dentaire directe. On distingue les systèmes de matrissage dédiés et les rétracteurs de gencives. Commençons par les matrices cervicales en polyester transparent. Donc il existe 5 tailles, ils sont flexibles, permettent la modélisation de composites au niveau de la région cervicale. Ils sont assez rigides sous pression, autorisant une bonne adaptation sous-gingivale. Et vu qu'elles sont transparentes, elles permettent de la visualisation et la polymérisation des composites. Nous avons le Margin Perfect Matrix. C'est une matrice qui est transformée à partir d'une bande bidimensionnelle en un moule tridimensionnel. Donc, cette matrice permet un enroulement de 270 degrés autour de la dent. Le bord gingival guidera la matrice sous les papilles interdentaires dans le sulcus et sera plaqué de la dent. Un meilleur matrissage peut être réalisé grâce à l'application de la résine fluide au niveau du bord gingival et des espaces interdentaires. Partant du même principe, nous avons les matrices transparentes classiques. Bien sûr, on va découper une matrice. Et la face interne de cette matrice doit être positionnée de façon parallèle au profil externe de la dent à restaurer, afin d'obtenir un profil d'émergence adéquat. Bien sûr, la stabilité peut être augmentée avec l'application d'une digue photo ou des coins interdentaires. Le protecteur gingival Zecria, c'est un instrument en acier inoxydable avec une pointe interchangeable en forme de croissant et un poignet en métal pour faciliter la manipulation.
Donc cet instrument va faciliter la phase d'isolation, il va rétracter la digue donc en position apicale par rapport à la restauration, et dans les phases de finition et polissage en protégeant la gencive. Nous avons également le LM Gingiva Retractor. Cette fois, les embouts sont en plastique et permettent l'écartement de la gencive. Et en descendant l'instrument, ça permet de modeler la résine composite pour donner un bon profil d'émergence. Donc nous avons donc parlé de la technique directe. Il y a également une prise en charge par la technique indirecte. On parle de facettes partielles cervicales en céramique. Ça permet un meilleur contrôle de la rétraction de prise, un meilleur rendu esthétique, mais c'est une solution qui est plus onéreuse et reste peu utilisée. Donc la technique directe est toujours une bonne indication, sauf des cas complexes peuvent imposer le recours au laboratoire à la technique indirecte. Dans les cas d'érosion sévère, là où le perte de relief occlusaux entraîne un problissement mandibulaire, et donc notre restauration doit augmenter la DVO et doit rétablir l'espace prothétique au niveau antérieur. Donc, on va terminer le volet curatif avec le traitement étiologique. Une approche parodontale peut être envisagée lorsqu'une lésion importante entraîne une gêne esthétique ou une hypersensibilité. En effet, à côté de la restauration par la technique directe, plusieurs procédés de restauration étiologique sont proposés, à savoir l'ajustement occlusal approprié afin d'éliminer les contacts prématurés. Ceci permet de favoriser une occlusion équilibrée. Donc, lorsque le traitement n'est pas basé sur l'agent étiologique, même si la lésion est restaurée, ceci donc, va entraîner une progression de la lésion sous-jacente. Et là, nous aurons un désalignement de la résine composite au bord de la lésion, et d'où le chèque de notre restauration. On doit insister sur le suivi. Une dégradation marginale est fréquemment observée au cours du vieillissement. Un entretien annuel avec un éventuel repolissage des marges de restauration prolongera la durée de vie de nos restaurations. Et pour terminer, les take-home message. Devant une lésion cervicale non carieuse, un examen clinique minutieux est important. Le diagnostic étiologique est une étape essentielle dans la prise en charge. L'élimination des facteurs étiologiques est un prérequis indispensable pour prévenir toute récidive. Les restaurations directes en composite sont aujourd'hui le traitement restaurateur de choix et une bonne finition et un bon polissage sont essentiels pour la santé gingivale. Il est conseillé de surveiller l'évolution de ces lésions à un intervalle de 6 à 12 mois. Et je vous remercie.